Bien. Alors évidemment, c'est un peu le dernier temps du salon, donc c'est un peu plus clairsemé, mais en parlant, ça fait venir le monde. Donc c'est le dernier débat de ce salon du livre militant, qui est une première dans les salons de Emmaüs. Emmaüs a voulu qu'il y ait ça, avec tous les éditeurs qui sont là. Et donc nous en sommes au 6e et dernier débat. Et là, nous allons parler donc chômage, précarité, travail. Au fond, voilà, nous allons parler de le plus grand nombre qui ne vit que de son travail et qui parfois n'en a pas, mais dont la seule richesse, c'est ce qu'il sait faire avec son travail. Et donc, nous allons en parler avec donc 2 plus 1 par interlocuteur, puisque c'est aussi faire vivre tous ceux qui sont là et qui présentent des initiatives. Alors, Jean-François Yon est au milieu, et Jean-François Yon est celui qui a coordonné, c'est toujours aux éditions de l'Atelier, qui sont des éditions que j'aime bien, car j'y ai publié un voyage en terre d'espoir récemment. Ce sont les anciennes éditions ouvrières, elles sont au cœur de tout ce mouvement social. Et donc, au nom du mouvement national des chercheurs et des précaires, le chômeurs de travail, donc chômeurs, c'est la fatigue, hein, c'est le 6e débat, c'est mon marathon là, c'est des chômeurs et des précaires. Jean-François a coordonné ce livre, ça c'était les livres du débat précédent, je les enlève, ce livre, Chômage et précarité, halte aux idées reçues. À la gauche de Jean-François, il y a Pierre Larouturou. Pierre Larouturou, qui est quelqu'un qui, dans tous les combats qu'il mène, a une constante en tant qu'économiste, c'est évidemment cette question du partage du temps de travail, de ne pas être dans l'obsession d'accumuler individuellement du travail, et de montrer que dans une société riche, on peut arriver à réduire le chômage en partageant le temps de travail. C'est Pierre qui avait lancé l'idée de la semaine de 4 jours, hein, et de montrer ça. Et puis à côté, il y a Bernard Arru, de l'autre côté. Bernard Arru, c'est un petit stand que vous avez là-bas. Vous voyez d'ailleurs la banderole. Alors c'est une des initiatives, on va en parler parmi, et là on n'est pas à cette... Voilà, c'est une butte témoin, malgré les déceptions du quinquennat qui s'est terminé. C'est l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée, qui a été faite comme une initiative des pouvoirs publics, mais en lien avec le monde associatif. Et Emmaüs et d'autres associations sont partenaires de tout cela. Alors, je propose de commencer par Jean-François. Bon, c'est quoi les idées reçues que ce livre a voulu mettre en cause? Alors, je vais répondre à cette question, mais effectivement, je crois qu'il est important de préciser un peu le contexte de ce livre. Il est issu du mouvement national des chômeurs et précaires, une organisation qui a plus de 30 ans en France. Qui commence avec le chômage de longue durée. Exactement, et Maurice Voilà. Paga, pour ceux qui l'ont connu, il y a donc dans la fin des années 70. Et en fait, en 2016, 2015, 2016, force est de constater que 40 ans en fait, après que le chômage a commencé à exister, le chômage de longue durée, puis ensuite la précarité de l'emploi, se sont développés en France, et que malgré les politiques d'emploi, de quel que soit le gouvernement, malgré les résistances sociales qui sont issues des syndicats ou qui sont issues des mouvements de chômeurs dont le MNCP fait partie, qui sont issues aussi de d'autres mouvements, malgré ça, le rouleau compresseur libéral fait en sorte que le chômage continue de progresser. Et donc en fait, l'idée c'est de se dire il faut être plus fort, il faut renforcer justement la participation des gens pour être plus fort, pour faire en sorte que le chômage et la précarité baissent. Et pour cela, il faut effectivement partir des organisations qui bossent aujourd'hui depuis des années,
et qui effectivement ont ensemble d'essayer de porter plus loin les problèmes et de trouver des solutions, en sachant que le livre, et on en dira peut-être un mot, depuis 6 mois... Il ne faut pas hésiter, hein, on est là pour ça. Depuis 6 mois, en fait, il est l'objet de larges débats sur tout le territoire, plus de 100 débats. Là, aujourd'hui, c'est le 105e ou le 106e débat. Donc, vous voyez, il y en a eu déjà beaucoup depuis 6 mois. Et l'objectif, c'est de faire en sorte, effectivement... Et ça rejoint toute la question qu'on évoquait avant de la participation citoyenne, de la vie démocratique qui est très faible, qui s'est affaiblie et qu'il faut donc renforcer, rénover. Et donc la participation des citoyens qui doit être aussi encouragée par des actions unies des organisations associatives et syndicales. Donc en fait, les idées reçues ont été un peu un angle d'attaque parce qu'effectivement il faudrait arriver à leur faire la peau à ces idées reçues sur le chômeur feignant, sur le chômeur qui n'est pas capable de prendre des initiatives, sur la réduction du temps de travail c'est n'importe quoi, ou d'autres initiatives dont notre ami parlera tout de suite qui ont pu exister justement, qui montrent que l'action citoyenne peut s'organiser malgré tout avec Territoire Zéro Chômeur et aussi plein d'autres initiatives que parle le bouquin. Alors, juste une question, je dirais, d'actualité. Cette centaine de débats se sont faits dans cette période électorale, dans cette période, donc, normalement, de débats, même si on a vu que la majorité du peuple, au bout du compte, s'est abstenue. Mais si je regarde ce que nous avons devant nous aujourd'hui, avec les propositions d'ordonnance sur la question du travail, avec ce qui est annoncé sur les recherches d'emploi et des réglementations plus sévères, on a l'impression comme si tout cela n'avait pas fait bouger d'un pouce le paysage au niveau de ceux qui vont nous diriger là, de ceux qui ont la majorité parlementaire, ou bien est-ce que, au bout du compte, malgré ce qui ressemble à certaines formes de brutalité et au fond de lieux communs libéraux, ultra-libéraux sur la question du travail, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelques brèches et qu'il va être possible d'avancer ? Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, partout dans les débats que l'on a animés, il y a quand même effectivement un fatalisme et en particulier une grosse déception par rapport au fait que tout de suite, le mouvement social organisé d'ampleur n'est plus possible et très difficile, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne reviendra pas, bien sûr. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup de militants, pour garder espoir, effectivement, l'action de terrain, et dans toutes les organisations existantes pour les chômeurs et les précaires qui sont effectivement dans d'énormes difficultés ou dans de la désespérance aussi. Des témoignages très importants ont donné du baume au cœur à un bon nombre de militants parce qu'effectivement ils ont démontré que par le fait que socialement, localement, des militants aient s'organiser et que eux participaient dans ces lieux, ils retrouvaient espoir. On a vu aussi de la désespérance brute apparaître, c'est-à-dire des gens qui étaient là et peut-être que pour eux c'était un premier pas, mais qui effectivement étaient nulle part. Et pour eux, effectivement, ils exprimaient devant le public une désespérance qui était parfois effectivement très morose. Mais l'espoir était redonné par ceux qui agissaient localement ensemble. Alors, ça fait une bonne transition avec Bernard, agir localement ensemble, au plus près du terrain. Donc, est-ce que vous pouvez présenter, au fond, si j'ai bien compris l'idée, c'est donc on est au plus près d'un territoire et avec un tissu de bonne volonté, quelque part, on se mobilise pour donner, parce que c'est ça le contrat, un contrat à durée indéterminée à un chômeur de longue durée. Alors, comment ça marche et quel est le bilan ? Et à temps choisi. Et à temps choisi, quel est le bilan? Depuis combien de temps ça existe? Comment ça marche? Bref, donnez-nous... Tout d'abord, à l'origine, ce projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée est né d'une rencontre entre quelqu'un de terrain, un homme d'expérience qui a créé pas mal d'entreprises adaptées et d'entreprises d'insertion, qui s'appelle Patrick Valentin, et un mouvement qui est le mouvement ATD,
qui a montré que la pauvreté, la misère étaient en très grande partie... ATD Quart-Monde, ATD je Quart-Monde, sors là voilà. aussi dans les mêmes éditions de l'atelier. Hein, c'est là où il y a tous les manuels, pourrait-on dire. En finir avec d'autres idées fausses, les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté. Et c'est préfacé par le cinéaste Costa Gavras. Voilà. L'autre est préfacé, je le souligne, par Ken Loach, un autre cinéaste qui est aussi du côté au plus près des réalités sociales, mais côté britannique. Donc, pardon. Pas de problème. L'affirmation d'ATD Quart-Monde, c'est de dire qu'une grande partie de la misère et de l'exclusion sont nées de la privation d'emploi. Et qu'aujourd'hui, on a une constitution dont le préambule parle du droit à l'emploi et qui ne respecte absolument pas, un État qui ne respecte pas ce préambule de la Constitution, et le chômage de longue durée est devenu quelque chose qui s'est développé et qui n'est plus du tout du frictionnel, mais qui est devenu institutionnalisé, donc absolument inacceptable. Alors, Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est né de 3 intuitions. La première intuition, c'est que personne n'est inemployable. Ça, c'est vraiment une certitude qui a été... Personne n'est bon à jeter. Exactement. La deuxième intuition, c'est que du travail utile à la collectivité, il y en a à foison. Il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses qui manquent aujourd'hui, de services qui ne sont pas rendus, notamment avec la destruction d'un certain nombre d'emplois publics. Aujourd'hui, on est dans des besoins très importants sur les territoires. On a de plus en plus des territoires qui ont le sentiment d'être complètement abandonnés. Voilà. Et puis la troisième certitude, la troisième affirmation, c'est que ce n'est pas l'argent qui manque, puisque ATD a fait un travail macroéconomique montrant que le coût du chômage est extrêmement important et correspond à plus de 36 milliards pour les comptes publics, entre les dépenses directes, les dépenses indirectes, les manques à gagner, et que donc il y a énormément d'argent qui, au lieu de financer, comment on pourrait appeler ça, financer les personnes pour qu'elles restent chez elles, pour qu'elles restent inemployées, qu'elles survivent, voilà, financer de la survie, eh bien, il serait beaucoup plus intelligent de financer des emplois. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Alors, Territoire zéro chômeur, ça a été donc tout un travail de méthodologie fait par les territoires, hein, et contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, oui, c'est pas une initiative des pouvoirs publics, c'est vraiment une initiative des territoires au départ. Ah d'accord. Ce sont des territoires qui se sont pris en main, qui se sont mobilisés. Mais les territoires, ce sont les pouvoirs publics locaux des territoires. Non, alors évidemment que c'est là où c'est important. Évidemment qu'il y a quelques élus qui font partie des initiateurs. Mais c'est pas l'État central. Mais c'est surtout pas les pouvoirs publics qui ont. Donc c'est venu d'en bas pour le des territoires. D'accord. Alors sur les territoires, la première étape, c'est de faire des consensus, c'est de faire vraiment une unanimité entre les élus évidemment, mais les chômeurs de longue durée, il faut qu'ils soient acteurs de ce projet évidemment, les entreprises, les associations, les agriculteurs, les mouvements, enfin les syndicats, etc. Voilà, il faut que toutes les parties prenantes, toutes les forces vives du territoire soient parties prenantes. Donc ça demande du temps, c'est de créer ce consensus. Et puis la deuxième étape de ce qui a été mis en place et qui a été accepté par la loi du 29 février 2016, ça a été de réunir les chômeurs de longue durée du territoire et de leur poser 3 questions toutes simples. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et qu'est-ce que vous pensez que le territoire a besoin? Quels sont les besoins de votre territoire autour de vous? Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on mette en œuvre sur le territoire? C'est des entretiens qui peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie. Ce ne sont pas des entretiens stéréotypés d'un quart d'heure comme malheureusement souvent les chômeurs de longue durée le vivent la plupart du temps. Et qui permettent ensuite, dans un troisième temps, de faire la liste de tous les travaux et de pouvoir commencer à organiser ce que
des entreprises à but d'emploi vont pouvoir mettre en œuvre. Et on se doutait qu'il y aurait beaucoup plus de travaux que de besoins, et c'est ce qu'on est aujourd'hui en train de découvrir, en train d'expérimenter, puisque certains territoires ont démarré, la loi a été votée en 2016, mais le projet n'a démarré, l'expérimentation n'a démarré qu'en janvier 2017, et on a déjà des territoires qui ont recruté 30, 40, 50 salariés, et qui sont en train de réinventer, de réellement vivre un projet de territoire, un projet de société. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, précis, de quelque... Alors, les emplois qui ont été mis en œuvre, on peut les mettre dans deux catégories. Tout ce qui fait du bien au territoire, c'est vraiment le chapeau qu'on aime bien donner à ces emplois-là, notamment dans les domaines environnementaux, du recyclage, du réemploi. Là, il y a plein de choses qui sont faites, notamment par Emmaüs. Vous avez constaté qu'il y a plein d'initiatives, mais il reste encore énormément de déchets dans les recycleries qui ne sont pas correctement réemployés, réutilisés. Donc, dans ce domaine-là, ainsi que la précarité énergétique, il y a Alors, il y a bien sûr ce qui est fait par les entreprises, ce qui est fait par les associations. Nous, on se situe en complémentarité. Il ne s'agit pas de faire de la concurrence déloyale à des initiatives existantes. Et puis, le deuxième volet important d'emplois qui se sont mis en œuvre et qui se développent énormément, c'est tous les services. Services à la personne, services aux artisans, services aux entreprises, services aux agriculteurs, parce que là aussi, il y a plein de manques. Il y a énormément d'activités où on ne trouve personne, ce qui paraît un peu surprenant avec le taux de chômage, mais c'est la réalité. Et donc, dans ces interstices, on peut donner du travail à tous et du travail surtout utile. On n'est pas dans de l'occupationnel. Alors, Pierre, autre volet, donc on va saluer ta constance, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit le discours politique dominant, ni médiatique, qui est de dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ces problèmes de luxe, de réduire le temps de travail, etc., alors que ça a l'air d'une solution très simple. Alors, je précise juste ce livre qui poursuit ce combat pour la semaine de 4 jours et la réduction du temps de travail, fait par Pierre avec Dominique Méda. Le titre, Einstein avait raison, c'est que Pierre a fait une extraordinaire trouvaille, c'est qu'en 1933, en pleine crise, la première grande crise économique mondiale, Einstein a dans un texte, cet éclair de génie, pas seulement mathématique ou physique, ce même progrès technique qui pourrait libérer les hommes d'une grande partie du travail nécessaire à leur vie, est le responsable de la catastrophe actuelle. C'est-à-dire cet engrenage où plus il y a de progrès techniques, plus on dit il n'y a qu'une chose à faire, c'est travailler, 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 travailler de plus en plus, alors que lui dit au contraire, ça devrait libérer, permettre de vivre de son travail, mais aussi de vivre de tout ce qui n'est pas marchand, de tout ce qui permet d'être la solidarité, des activités de liens culturels, de découverte, etc. Alors Pierre, dis-nous pourquoi, parce qu'on voit bien la clé de ce combat, sur quel mur invisible tu butes pour que cette croisade, pourrait-on dire, finalement, n'arrive pas à faire bouger les lignes. Même chez ceux qui présentent rénover tout, là. Oui, oui. Eh ben, on se disait tout à l'heure avec Jean-François que ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais qu'honnêtement, on n'a pas gagné, on n'a eu aucune victoire importante, et que même on est plutôt sur le recul. Là-dessus, on est assez nombreux. Oui, tout à fait. On se soigne, mais on est parfois un peu désespéré. Mais même en 1995, la CFDT, à son congrès, demandait une loi cadre pour aller à 32 heures. La CFDT disait il faut une loi cadre pour aller à 32 heures. Le rapport Boissonnat, rédigé à la demande de Balladur, disait il faut réduire de 20% le temps de travail. Et en gros, tout le monde était d'accord. Et 20 ans plus tard, tout le monde s'en fout. Alors on se demandait comment créer un rapport de force. C'était aussi la question que Manuel et Jade se posaient dans le débat précédent. Ça fait 25 ans que le GIEC a été créé. Ça fait 25 ans que tout le monde dit la planète est en train de brûler. Mais on n'avance pas très vite non plus. Et chaque année, c'est pire qu'il y a 5 ans. Donc créer le rapport de force, c'est peut-être refuser les discours qui nous opposent les uns aux autres.
Moi, je n'en peux plus de ces politiques de droite, de gauche ou d'ailleurs qui nous expliquent que d'un côté, il y a ceux qui se lèvent tôt le matin, qui sont courageux et dynamiques, et de l'autre côté, il y a tous ces assistés qui nous coûtent beaucoup trop cher. Que d'un côté, il y a le public et le privé, les jeunes et les vieux. Il y en a plein qui passent leur temps à nous diviser. Diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde. Et je crois qu'il faut dire d'abord d'un point de vue philosophique, intellectuel, si on croit à la fraternité, liberté, égalité, fraternité, on est tous de la même humanité. Et quand il y a 6 millions de chômeurs et des millions de pauvres, ça nous concerne tous, même ceux qui ont un bon CDI ou une bonne retraite, on est tous concernés du point de vue humain, mais même du point de vue bêtement économique. Du point de vue bêtement économique, on est tous tirés vers en bas. Quand il y a 6 millions de chômeurs, quel est le salarié qui peut demander une augmentation ? Sur l'ensemble des pays occidentaux, parce qu'on va vous dire que la France a un problème de compétitivité par rapport à l'Allemagne, parce que la part des salaires a encore plus diminué en Allemagne que chez nous, mais si on regarde l'ensemble des pays occidentaux, on a mis cette courbe dans le livre avec Dominique, c'est ceux qui allaient au salaire et aux cotisations de sécu, c'était à peu près 67% de la richesse nationale il y a 30 ans. Et puis la peur du chômage est dans toutes les têtes, les gens s'écrasent dans la négociation, si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs, tu as déjà un boulot, donc tu devrais être content, et du coup, plus personne n'est en situation de demander une augmentation de salaire, et petit à petit, dans tous nos pays, ce qui va au salaire diminue un peu. Et au total, en 30 ans, ce sont des sommes colossales qui partent vers les dividendes et non pas vers les salariés. Pour l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est 10% du PIB. La part des salaires a reculé de 10% du PIB. C'était 67% il y a 30 ans et l'économie allait bien et les actionnaires arrivaient à vivre, il ne faut pas exagérer. Et puis si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Le déséquilibre fait qu'il n'y a plus qu'aujourd'hui que 57% du PIB qui va aux salaires et aux cotisations. Dans son premier livre, Thomas Piketty, il n'était pas encore très connu, mais il était déjà très intéressant, Thomas Piketty comparait ce recul qu'on a tous subi à la dernière fois que la gauche a été au pouvoir en France et a fait une vraie réforme fiscale. C'était en 82, quand Pierre Mauroy est Premier ministre, et après des semaines et des semaines de débats ou d'engueulades à l'Assemblée, la gauche arrive à faire une réforme fiscale qui va donner aux salariés 0,3% du PIB en plus. Cocorico, on a gagné 0,3% du PIB pour les salariés, et monsieur et madame tout le monde. Et depuis, sans aucun débat à l'Assemblée, sans aucun contrôle démocratique, la part des salaires a reculé de 10% du PIB, c'est-à-dire 30 fois pire. Et Thomas Piketty écrivait le recul dû à la peur du chômage est 30 fois plus important que la dernière avancée. La plus grosse contre-réforme fiscale qu'on n'a jamais fait, c'est le chômage et la précarité. Donc, de même que Emmaüs dit qu'il y a une double crise du logement, c'est d'abord ceux et celles qui sont dans la rue, qui n'en peuvent plus et qui peuvent mourir, et puis aussi c'est toutes les classes moyennes qui ont des loyers beaucoup trop chers. Et la question du chômage, elle est d'abord ceux et celles qui sont dans la rue, ceux et celles qui ont peur de tomber. Mediapart avait fait un article il y a 3 ans pour dire qu'il y avait 1 million d'hommes et de femmes qui étaient tombés en fin de droit. Tous les mois, on parle des chiffres du chômage, c'est les gens qui sont inscrits à Pôle emploi. Mais on oublie de dire qu'il y en a qui cherchent du boulot depuis 2 ans, il y en a sans doute ici, qui cherchent du boulot, et puis au bout de 2 ans, ils n'en ont pas trouvé, ils ne sont plus comptés comme chômeurs, ils ne sont plus dans les chiffres officiels, ils sont tombés en fin de droit, c'est une mouise pas possible, vous l'aviez mis à votre une, 1 million d'hommes et de femmes tombés en fin de droit. Donc je crois que si on veut créer un rapport de force, il faut d'abord dire on est tous concernés, c'est pas juste quelques-uns dont on a honte. Deuxième point, il faut parler à la raison. Je pense qu'il y a une bataille culturelle à mener. Les libéraux nous ont mis des fadaises, pour être polis, dans la tête depuis 30 ans. Et il faut parler à la raison. Si on a compris que le chômage est gravissime, est-ce qu'on peut compter sur la croissance ? Désolé Edwy, désolé Jean-François, vous connaissez ces graphiques depuis, je les actualise chaque année, c'est ma seule valeur ajoutée, mais je répète la même chose depuis 20 ans. Voilà l'évolution de la croissance depuis 50 ans. Voilà, tout le monde nous dit, votez pour moi et la croissance va revenir. Vous ne voyez pas les chiffres, mais en gros, on avait 5,6 de moyenne de croissance dans les années 60, puis 3,7, puis 2,2, voilà. Une fois, j'étais en débat avec Jean-Pierre Raffarin, chez Christine Ockrent, et je demande à M. Raffarin, qu'est-ce que vous allez faire contre le chômage ? Il me dit, la croissance revient. Qu'est-ce que vous allez faire pour sauver les retraites ? La croissance revient. La croissance revient, la croissance revient. Je l'ai mis juste ça face à la caméra, et Raffarin m'a arraché la courbe des mains. Donc, est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux, si on comprend la gravité de la situation, de compter encore sur la croissance ? Deuxième point, la question de la raréfaction du travail. On a cru, avec les primaires de la gauche, quand Badelis n'a pas voulu qu'on y aille, mais on a cru à un moment que le débat sur l'avenir du travail allait être posé. Mais même au sein du PS, on était à un niveau de confusion terrible. Je me souviens d'Arnaud Montebourg qui expliquait que la question de la raréfaction du travail, il n'y a qu'en France qu'on se la pose, parce qu'en Allemagne ou aux États-Unis, c'est le plein emploi. Et ça veut dire quand même, ça fait 15 ans que le PS, y compris ses leaders qui prétendent incarner le renouveau, n'ont pas réfléchi. Aux États-Unis, le pays qui sert de modèle à la plupart de nos dirigeants, y compris ceux qui préparent des ordonnances sur le travail pour simplifier le droit du travail. Ils se disent si on fait comme aux États-Unis, si on a un droit du travail ultra light, on aura le plein emploi.
Et aux États-Unis aussi, on a l'énergie déjà des partis, mais on a fait des gaz de schiste pour baisser le coût d'énergie. On a tout fait pour relancer la croissance en pensant que la croissance va donner le plein emploi. Est-ce que les États-Unis sont en situation de plein emploi? La réponse est non, absolument pas. Là aussi, face au diagramme qu'on nous montre parfois sur les chaînes d'information pour nous dire que les États-Unis tout baignent, voilà le taux d'activité aux États-Unis. On nous dit en permanence que les États-Unis, c'est le plein emploi parce qu'il n'y a que 5% de chômage. Mais le problème, c'est que les chiffres du chômage ne veulent rien dire parce que tous les mois, il y a 300 000 ou 400 000 Américains qui ne vont plus s'inscrire parce que c'est humiliant et qui n'ont droit à aucune indemnité. Donc le bon indicateur, ce n'est pas les chiffres officiels du chômage, c'est le taux d'activité. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a aujourd'hui c'est les chiffres officiels, hein. Il y a moins de 63% des adultes américains, qui sont actifs, qui sont sur le marché du travail, actifs occupés ou actifs au chômage. Donc on ne nous dit pas que c'est le plein emploi. Et la métamorphose du travail, c'était déjà un livre d'André Gorz il y a 25 ans, la question du travail, elle est fondamentale. Et en gros, il y a 3 discours dans le débat, et on n'est jamais capable, et je finis vraiment dans une minute, on n'est jamais capable d'aller au fond du débat. Il y en a qui disent, c'est la fin du travail, il n'y a plus du tout de travail, c'est un effondrement. D'autres disent, mais non, vous n'avez rien compris, vous êtes des ringards, il y a une destruction créatrice. Vous inquiétez pas, hop, 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 ça se transforme. Ici, il y a 3000 emplois supprimés, mais ici, on va en créer 3000. Il suffit que les gens soient motivés et se forment, mais hop, 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 il n'y a pas de problème de volume. Et puis, certains qui disent, il y a quand même bien un problème de raréfaction du travail. Dernière courbe, on voit aux États-Unis, toujours le modèle pour la plupart de nos dirigeants, comment c'est Robert Reich, l'ancien bras droit de Clinton, qui lance le débat aux États-Unis en disant que la grande réforme qu'il faut faire aux États-Unis, c'est de baisser le temps de travail sans baisser les salaires. Je vous conseille les vidéos de Robert Reich, c'est un gars super drôle et super intelligent, ancien ministre du Travail de Clinton, qui montre comment l'emploi industriel s'est effondré. Quand on parle de désindustrialisation, quand on parle du vote Trump, le désespoir des classes moyennes, il y a de bonnes explications. Moins 30%. L'emploi industriel a reculé de moins 30% en 30 ans. C'est effectivement une diminution considérable. Mais dans le même temps, la production industrielle, elle, au contraire, le volume de production sur le territoire américain, plus 80%. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on dit, l'emploi s'effondre, un tiers en moins, moins 30%, mais le volume de production, plus 80%. Et comment expliquer la différence entre les deux? C'est les gains de productivité, c'est les ordinateurs, c'est les robots, c'est l'intelligence qu'on a mis dans la cabesse des gens et qui fait que les boulots répétitifs ou dangereux, on met des machines, on met des logiciels, voilà. Donc ça pourrait être donc il y a bien une raréfaction du travail. Qu'on ne nous dise pas, vous inquiétez pas, Schumpeter a dit tout se transforme. Schumpeter, son livre fondamental, c'est en 1903. Donc je suis désolé, mais peut-être en 1903, il avait raison. Et depuis, on n'a jamais eu autant de robots, jamais autant d'ordinateurs, jamais autant de gens qui font des logiciels. Et les logiciels, maintenant, se corrigent eux-mêmes. Donc on vit une vraie révolution. Et ou bien c'est une bonne nouvelle. C'est ce que disait Gorz, on ne va pas user sa vie à la gagner, on aura du temps pour vivre, du temps pour soi, pour sa vie perso, sa vie affective, du temps pour lire, pour réfléchir, pour agir en solidarité, pour s'engager avec le club de foot du quartier, le club de musique, voilà. Donc ça peut être une bonne nouvelle si tout le monde a du temps libre et que tout le monde a en même temps un vrai boulot et un vrai revenu, mais ça peut être une catastrophe parce qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir un débat serein sur qu'est-ce qu'on fait de ces gains de productivité et donc la façon la plus facile de gérer le truc, c'est laisser 6 millions de personnes au chômage et 9 millions de pauvres. Donc il faut absolument qu'on arrive à relancer ce débat. En Belgique, il y a quand même il y a des pays où ça bouge un peu. En Belgique, il y a encore 1 an, une copine des syndicats belges, et j'en peux plus, ça fait 3 ans qu'on te fait venir, ça sert à rien, tout le monde a la trouille de parler du sujet. Et puis là, tous les mouvements progressistes, l'autre jour à Liège, j'étais invité par 10 mouvements de jeunes, tous les mouvements de jeunes se rassemblaient autour du slogan 4 jours, 32 heures, le partage ou la barbarie. Donc il y a des moments où après des années et des années d'hésitation, les syndicats se disent allez, c'est le moment d'avoir du courage, les politiques vont relancer le débat. Donc il faut relancer le débat, et bonne nouvelle, on sait que c'est possible d'aller vers la semaine de 4 jours. Ce qu'on montre dans ce livre, c'est qu'il y a déjà 400 d'entreprises qui sont passées à 4 jours sans baisser les salaires. On a une double contrainte. Il ne s'agit pas de baisser les salaires. Personne ne voudrait baisser son salaire. Et on ne peut pas non plus augmenter la masse salariale. Quand vous achetez des yaourts, les yaourts Maminova, ils sont tous passés à 4 jours. L'usine continue à travailler 5 jours, hein. On n'éteint pas les moteurs de l'usine le jeudi soir. Donc l'usine travaille autant qu'avant, mais tous les salariés, les ouvriers, les contremaîtres, le directeur, les commerciaux, tout le monde est passé à 4 jours. Ils ont embauché 130 personnes. Je peux vous dire que quand Ouest France annonce 130 embauches en CDI, ça fait du bien dans les villages du coin. Donc ils n'ont pas baissé d'1 centime les salaires, mais ils n'ont pas augmenté les prix, parce que sinon on aurait dit Maminova c'est sympa, mais j'achète Yoplait. Si le paquet de Maminova a augmenté de 50 centimes, tous on va prendre le concurrent. Et comment est-ce que c'est possible ?
possible, c'est en utilisant autrement ce que disait Bernard. On met quand même des sommes importantes en France, ce ne serait pas le cas aux États-Unis ou ailleurs, mais on met plus de 80 milliards au total, tous ensemble avec nos impôts et nos cotisations. On met 80 milliards pour pallier les conséquences du chômage. Éviter que les chômeurs soient dans la mouise la plus totale, payer des... Donc l'idée, c'est que ce que disait il y a 20 ans la CFDT et qu'elle ne dit plus, c'est qu'on peut activer les dépenses de chômage et dire que si l'entreprise passe à 4 jours et si elle crée 10% d'emplois, en CDI, elle arrête de payer les cotisations chômage. Donc on voit comment dans 400 PME, ça peut être des grandes entreprises comme Maminova ou Fleury Michon, mais l'autre jour j'étais à Pau, il y avait les gens d'Emmaüs, il y a 3 PME à Pau qui sont passées à 4 jours avec ce système, chacune a créé un emploi. Au total, on pourrait créer 1 600 000 emplois si toute l'économie passait à la semaine de 4 jours avec ce financement. Avec les questions de climat dont parlaient Manuel et Jade tout à l'heure, c'est sans doute les 2 leviers les plus puissants. Si on prend au sérieux la question du climat et si on est capable de relancer une négociation intelligente sur le temps de travail, on peut au total créer nettement plus de 2 millions d'emplois et ça changerait complètement le climat dans ce pays. Alors, une dernière question peut-être à vous trois, en voyant s'il y a après des questions de la salle, pour qu'on n'ait pas l'air d'être dans notre bulle militante, je dirais, hein, puisque là, dans les signataires, enfin les contributeurs de chômage, précarité, halte aux idées reçues, il y a à peu près tout ce réseau qu'on retrouve derrière l'appel des solidarités, qu'on retrouve en grande part derrière toutes ces initiatives qui ont parallèlement surgi pendant qu'il y avait cette campagne électorale. Comment faire, au-delà de la question des rapports de force militants, comment agir pour convaincre l'opinion, voire faire levier vis-à-vis des politiques, quand aujourd'hui, les 2 vulgates, je dirais, qui s'installent, l'une, c'est de dire qu'au fond, c'est d'abord la facilité de licencier, de précariser le travail qui permettra de créer des emplois. Nous avons révélé tout récemment à Mediapart que c'est totalement faux, que même les entreprises disent que ce n'est pas leur premier problème. Bon, mais néanmoins, c'est l'objectif annoncé en disant avoir un nouveau type de CDI qui est comme le contrat de chantier, qui est un CDI en fait qu'on peut interrompre. On a d'autres, donc on n'est plus dans cette sécurité de l'emploi. Donc premièrement, c'est l'enjeu sur les ordonnances et la réforme du droit du travail. Et l'autre vulgate, c'est celle qu'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron quand il est venu la première fois à Mediapart, c'était le 2 novembre, où on l'interroge sur l'ubérisation de la société et où il a une très belle tirade qui a beaucoup circulé, en disant, écoutez, moi j'en ai marre qu'on assigne toutes sortes de jeunes des quartiers populaires à résidence, où ils tiennent les murs, donc oui, peut-être qu'ils vont pas gagner, ils vont gagner moins que le SMIC, ils vont être, etc., mais au moins ils auront quelque chose, au moins ils auront un travail, au moins ils retrouveront la dignité, au moins, etc., etc. Donc il y a ces 2 idées, premièrement, de précariser l'existant, l'acquis social, et d'autre part, d'ouvrir toutes les possibilités, y compris à des emplois qui ne sont pas forcément des emplois qui offrent un statut économique voilà, qui est viable, etc. Donc comment vous voyez dans ce moment actuel, je rappelle toujours, Nicolas Hulot était là ce matin, que Nicolas Hulot a un ministère de la transition écologique et solidaire, qu'il a participé à la campagne de l'appel des solidarités. Comment vous voyez, je dirais, au-delà des rapports de force dans la société, le dialogue avec ce pouvoir, la possibilité de faire évoluer les choses, ou est-ce que vous avez le sentiment que la messe est dite et qu'il faut simplement entrer en résistance? Je pose très directement la question. Jean-François, qui a animé ça, je le rappelle, au nom du mouvement national des chômeurs et des précaires. Disons qu'il faudra, il faut être présent sur les 2 fronts. C'est évident il faudra discuter avec le gouvernement Macron sur la question du droit du travail, mais aussi sur la réforme des allocations chômage qui aussi se pointe. Et autrement, je pense qu'effectivement, les groupes qui se mettent en place interorganisationnels, comme celui qui a existé autour du livre, font vivre 2 choses très importantes. C'est le rapprochement entre les organisations qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et il est évident qu'il y a un gros effort à faire là-dessus parce qu'on sera plus fort si véritablement ça s'affirme beaucoup plus nettement.
Et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce livre. Et pendant 1 an et demi, il y a des Là, organisations. il y a DAL, il y a des syndicats enseignants et pas enseignants, il y a la JOC, il y a France Terre d'Asile, il y a évidemment Attaque, il y a le mouvement Colibri, enfin j'en cite plein. Oui, Voilà. et en fait, effectivement, on a cherché à ce qu'il y ait. C'est pas les organisations ne pensent pas obligatoirement toutes la même chose, mais elles ont un dénominateur commun fort qui est la lutte contre le chômage et la précarité sous tous les angles, de différentes manières. Et donc, cette initiative qu'on a prise, qui s'est quand même effectivement déroulée sur 2 ans, avec les 6 mois de débat, met en évidence que le travail, et de ce point de vue-là, on peut remercier l'initiative d'Emmaüs, prise aujourd'hui, mais aussi prise en janvier, où justement il y a la même démarche de vouloir réunir les forces, parce qu'il faut être exemplaire vis-à-vis des citoyens. Il faut être capable de dire les organisations sont capables de se retrouver entre elles, de dépasser éventuellement des problèmes de chapelle que les gens ne digèrent pas, comme ils ne digèrent pas non plus sur le plan politique. Et après, effectivement, il faut être présent sur le terrain. Il faut aller au contact des gens, dans des débats comme on en a organisé, avec des fois 15-20 personnes, avec des fois 200 personnes ou plus. Et ça, il faut le faire toujours, systématiquement. Et effectivement, il faut être présent dans les organisations au travers des actions comme celles que tu as décrites et plein d'autres actions. Et avec ça, effectivement, on peut espérer progresser, résister, mais il faut le faire, effectivement, il faut être modeste, il faut être déterminé. Bernard, un petit mot là-dessus sur Oui, alors moi, l'ordre du jour pour tous ceux qui s'engagent là. Je reprends ta dernière phrase. Nous, on essaie de voir les choses de façon très modeste. C'est-à-dire travailler sur des petits territoires, ce sont des territoires de moins de 10 000 habitants, hein, faire la preuve que les gens ont envie de travailler, qu'il y a du travail et qu'il y a de l'argent pour pouvoir proposer un CDI à temps choisi à tous les chômeurs de longue durée. Hein. Il ne s'agit pas de sélectionner, de garder les meilleurs. C'est un des principes, il n'y a pas de tri. Il n'y a pas de tri, Il n'y a pas de tri humain comme non, l'embauche, les etc. premiers, c'est les premiers qui se sont engagés et c'est les premiers qui sont recrutés. Et de toute façon, l'objectif, c'est l'exhaustivité. Donc on ne s'arrêtera que lorsque la liste d'attente lorsque la liste d'attente sera vide. Donc on fait ça sur des petits territoires de façon très modeste. Notre pari, c'est que non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va proposer du travail à ceux qui aujourd'hui en sont exclus, mais que le territoire va se mobiliser, va être changé, va être transformé, ça va créer du pouvoir d'achat. Les petits commerçants, ils commencent déjà, alors c'est intéressant parce que ça fait que 6 mois qu'on a démarré la première entreprise, il y a déjà des commerçants qui s'aperçoivent qu'il y a eu une vraie augmentation du pouvoir d'achat sur la commune. Parce que les gens dépensent tout ce qu'ils gagnent. Hein. Quand on est au SMIC, on ne met pas grand-chose de côté. Et à partir de ces expérimentations territoriales qu'on veut élargir, on veut passer à une centaine de territoires dans les 2 ans qui viennent, eh bien, on a cette conviction que ça pourra faire boule de neige. Et qu'il y aura un mouvement de fond qui devrait... Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les territoires limitrophes, ils commencent à observer ça. Au début, tout le monde était extrêmement sceptique. Dans la mesure où il y a du dynamisme et où les échos se font, y compris des entreprises locales, des artisans locaux, eh bien, qu'on le veuille ou non, ça intéresse beaucoup plus largement que les petits territoires. Pierre, un mot, je souligne juste pour ceux qui ne le sauraient pas que tu es aussi engagé politiquement avec Nouvelle Donne, donc par rapport à cette question de comment, au-delà d'agir au plus près du terrain, quel dialogue, quelle pression, quelle proposition vis-à-vis du nouveau paysage en termes de décision législative et du pouvoir exécutif. Ben, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans la Ve République. Et que donc, ça, nous avons eu un débat là-dessus. Non, mais aussi. Voilà, c'est quand même pas facile. On serait au Portugal, on serait ailleurs, ce serait plus facile. Mais on est dans la Ve République. Et a priori, là, on voit, il y a eu ce week-end la première réunion de tous les députés En Marche. Et a priori, on leur fait comprendre qu'ils sont là. On a souligné ça. Voilà. Un candidat
candidat, vote à main levée, 2 abstentions et le candidat choisi par le président. Voilà, donc c'est un vrai sujet. Après ça, je pense que pour être crédible, il faut montrer qu'on n'est pas hostile à tout changement et qu'il y a des réformes qui ne sont pas dramatiques. Par exemple, la simplification des lieux de négociation. En Allemagne, il n'y a pas autant d'organisations différentes, de structures différentes pour la négociation, mais moyennant quoi les salariés ont plus de la voix et ont plus de pouvoir réellement. Donc dans les réformes, il ne faut pas hurler au loup sur toutes les réformes, il faut le dire. Et par contre, il y en a qui sont très dangereuses, ou il y en a sur lesquelles il y a un contenu qui ne correspond pas du tout au titre qu'on a mis en avant. On nous avait dit qu'on allait vers un modèle de flexi-sécurité comme au Danemark. Il se trouve qu'au Danemark, c'est vrai que licencier quelqu'un peut être assez facile, mais cette personne peut garder pendant 4 ans une indemnité qui correspond à 90% de son salaire. On garde 90, quand on est au chômage, on peut garder 90% de son salaire pendant 4 ans. Donc du coup, on comprend qu'être licencié n'est pas un drame et on comprend que les partenaires sociaux aient accepté plus de facilité dans le licenciement. Or, dans ce qu'on nous prépare, dans ce qui va sortir par ordonnance, on voit bien comment on va faciliter les licenciements, mais je n'ai vu à aucun moment comment renforcer l'accompagnement et les indemnités dans la durée et dans le revenu. Donc on a retenu le flexi et pas la sécurité. Voilà. Et puis la sécurité, c'est comme le cholestérol. Vous savez, il y a 2 cholestérols dans le corps humain. Il y a celui qui peut vous faire boucher une artère et vous êtes mort en quelques minutes, mais aussi le cholestérol qui permet de faire des hormones sans lesquelles notre corps ne fonctionnerait pas. Et la flexi-sécurité, il y a la bonne et la mauvaise. Il y a faciliter les licenciements, ce que voulait faire la loi travail, voilà, ce qui est la mauvaise flexibilité, la flexibilité externe. Il y a des pays où on a tout fait pour développer la flexibilité interne. Au Canada, par exemple, quand une entreprise a un problème, elle a perdu 30% de chiffre d'affaires, oui, il y a un problème, 30% de chiffre d'affaires en moins, au lieu de licencier 30% des gens, on l'encourage fortement. On n'a pas interdit les licenciements, mais tout est fait pour que l'entreprise se dise « je garde tout le monde, je garde tous les salariés et au lieu de baisser les effectifs, je vais baisser le temps de travail ». C'est travailler moins pour licencier moins. Et on met sur la table, l'État et Pôle emploi, l'UNEDIC, on fait le calcul en disant si vous licenciez 30% des gens, c'est des gens qui vont cotiser moins, payer moins de TVA, payer moins d'impôts. Donc on vous met sur la table de quoi les garder. Donc les gens gardent leur boulot, ils baissent leur salaire pour rester compétitifs, mais immédiatement, c'est ultra simple, en une semaine, ils reçoivent un 2e chèque, il y a une compensation qui fait qu'ils gardent 98% de leur salaire, de leur revenu. Au total, salaire plus le 2e chèque, ils gardent 98% de leur revenu au lieu d'être licenciés. France Info a une émission, l'autre jour, ils nous ont fait de la pub. Il y a une émission Le Vrai du Faux, où souvent ils cassent le discours des politiques, et là ils ont dit ce que dit Nouvelle Donne, c'est vrai, ça marche très bien au Canada. Donc plutôt que de favoriser toujours la flexibilité externe, faciliter les licenciements, pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir au Canada ce qui marche et l'importer chez nous? Ça ne réglerait pas tous les problèmes, mais ça éviterait 80% des licenciements. Sur la question après ça, il faut avancer des solutions concrètes. Je pense demander à expérimenter. Il y a des gens qui, en lisant ce bouquin, disent « mais voilà, vous m'avez convaincu, je ne savais pas que ça pouvait être neutre pour la masse salariale. C'est vrai qu'il y a déjà 400 entreprises qui l'ont fait alors que ce n'était pas obligatoire. Est-ce qu'on peut relancer des débats? Est-ce qu'on peut avoir un droit à l'expérimentation ?» Donc je pense que avec des collectifs qui sont en train de se créer, il faudra qu'on insiste pour dire qu'on veut expérimenter des solutions nouvelles, que si on en reste à ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est très dangereux pour l'avenir du pays. Dernier point, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est la recomposition politique. Il est possible quand même que si on en reste à ce qui est annoncé, ce gouvernement soit très vite décevant. Tu l'as dit, il y a déjà plus de la moitié des gens qui n'ont pas voté, donc ce n'est pas un enthousiasme fabuleux. Et si on en reste à ce qui est prévu pour le moment, on va vite, dans beaucoup de domaines, voir à quel point c'est décevant, ça ne marche pas. On peut avoir n'importe quand une nouvelle crise financière, le niveau de spéculation aux États-Unis ou en Chine est bien pire qu'en 2008, donc n'importe quand, on va voir que ce gouvernement, s'il ne change pas, s'il n'est pas capable d'accepter le dialogue avec d'autres, est à poil et est très décevant. Et vous avez peut-être vu qu'en Israël, il y avait un parti qui avait gagné le pouvoir, de façon un peu surprise, qui s'appelait Kadima, je crois, qui s'appelle En Avant ou En Marche, qui avait réussi à gagner le pouvoir et qui 2 ans plus tard était mort parce que leur projet n'était pas le bon pour le pays. Et je pense qu'on peut, si ce gouvernement n'est pas capable de dialoguer avec des mouvements de chômeurs, avec ceux et celles qui expérimentent, avec des forces politiques qui apportent des idées, je pense que s'ils ne sont pas capables de s'ouvrir et de mettre autre chose sur la table, dans 2 ans ou assez vite, on peut avoir un vide politique. Donc c'est la question de la recomposition. Comment, et là on a été assez nul, assez médiocre beaucoup, on peut faire notre mea culpa collectif. Comment est-ce qu'on est capable de répondre avec une offre de justice sociale? Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que moi, en tant qu'observateur, ce qui me frappe, c'est en effet, il y a toutes ces divisions politiques, ces sectarismes dont Jean-François parlait, et en même temps, je le redis, je l'ai dit en introduction, par rapport à l'appel des solidarités, et tous ces livres et toutes ces initiatives en témoignent, c'est combien du côté du mouvement associatif,
de ceux qui sont au plus près du terrain et qui, par ailleurs, pour certains, peuvent avoir des engagements ou des sensibilités politiques. En revanche, là, les sectarismes sont tombés, les dialogues ont eu lieu, les contributions, tous ces livres qui sont là en témoignent. Et là, pour moi, c'est une bonne nouvelle et c'est un point d'appui parce que, bon, nous, les journalistes, hein, on fait notre travail, mais on est intelligents grâce à tout cela. La société, c'est elle qui nous rend intelligents, c'est ceux qui sont au plus près du réel. Il nous reste 10 minutes avant de terminer ce petit marathon qui a commencé à 11h avec Thierry qui est là. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir, qui voudraient... Allez-y. Bonjour, je suis Agnès Falabrec, je suis psychologue du travail. Et en tant que psychologue, je suis psychologue clinicienne aussi. Et quand vous parliez de la flexi-sécurité, moi, ça me fait penser à ce qu'on appelle le double bind en psychologie, c'est-à-dire dire deux choses totalement contradictoires dans la même phrase. Ça a pour effet de bloquer la pensée et de faire que l'on se réfère à quelqu'un qui parle très fort et qui parle d'une façon très simpliste en face. Et donc, pour moi, la flexi-sécurité, voilà. C'est typiquement le genre de manipulation, de techniques de propagande, de manipulation pour obtenir des gens qu'en réalité, il n'y a plus aucune sécurité et qu'il n'y ait plus que le pouvoir du capital qui s'impose d'une manière violente sur les salariés. Une deuxième chose, ce que je voudrais dire, c'est que quand une entreprise a des problèmes, ce n'est pas forcément parce qu'elle a trop de salariés. Bien au contraire, je pense que si une entreprise a des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas assez investi, c'est que le bénéfice est allé directement au capital et pas du tout aux investissements. Et que justement, elle a déjà fait des réorganisations, elle a déjà baissé le nombre de salariés, ce qui fait que les gens sont en situation de burn-out, de mauvaise santé au travail, de démotivation, et qu'ils ne peuvent pas créer la richesse nécessaire pour que l'entreprise soit pérenne. Et donc, en fait, en baissant le nombre de gens qui travaillent, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va précipiter encore plus les difficultés de l'entreprise. Parce que le produit de l'entreprise, c'est-à-dire le bien ou service qu'elle produit, va être de plus en plus de mauvaise qualité. Donc je suis tout à fait d'accord avec le fait de travailler moins, parce qu'effectivement, avec les nouvelles technologies, il y a moins de travail disponible pour l'esprit humain, mais que ce soit un travail de qualité et qu'on arrête de nous dire que dans les entreprises, il y a trop de gens, qu'il y a trop de masse salariale. En fait, le problème, il n'est pas du tout là. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais intervenir sur un sujet qui m'a sensibilisé. C'est celui du partage du travail qu'a évoqué votre collègue. Moi, je pense que c'est l'initiative qui mérite un salut aujourd'hui. Parce que beaucoup n'ont pas compris. Ce n'est pas question de clivage politique, gauche-droite, etc., centre. Non. Il faut partager maintenant. Ça dit qu'il faut partager. Le moment est venu de partager. C'est ça ou rien du tout. Parce que si on ne partage pas, eh bien, personne ne sera sorti de l'auberge. Il y aura toute la tension sociale, les beaux parleurs en diront ce qu'ils voudront, et le chômage continuera à casser des familles. Voilà, ce sera tout. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui ? Venez, approchez-vous pour prendre le micro, puis après je vais demander à nos amis de réagir. Oui, merci. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a un mauvais calcul pour les entreprises et pour l'économie même dans la flexibilité, je dirais, exacerbée. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, on en reprend un autre. C'est la négation des métiers et la négation des savoir-faire. Et moi je travaille dans une grande entreprise où on a un peu cette politique, on s'aperçoit d'un appauvrissement en fait, technique des gens et finalement vraiment d'un recul pour l'entreprise même en termes de résultats et en termes de chiffre d'affaires, parce qu'effectivement, on prend des gens, on les jette, et il n'y a plus de métier, il n'y a plus personne qui connaît les bases du métier. Donc je pense que c'est un très mauvais calcul quand le MEDEF effectivement pousse à la flexibilité, c'est un très mauvais calcul à terme. C'est-à-dire que les entreprises perdent leur histoire et la culture commune d'une entreprise. Bon, un dernier, parce qu'il voilà, pour qu'on...
Bonsoir, c'est juste pour vous demander par rapport à la réforme du Code du travail. Vous disiez qu'il y a des choses, il ne faut pas forcément s'opposer directement. Quelles sont celles qui seraient, entre guillemets, plutôt bonnes, on va dire? Ou du moins, est-ce qu'il faut prendre par exemple l'inversion des normes comme quelque chose de plutôt positif ou pas? Parce que j'avoue, c'est un peu, pour moi, ça reste un petit peu nébuleux. Merci. L'inversion des normes, hein, c'est entre les accords de branche et les accords d'entreprise, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Alors, un tour, Bernard, vous voulez commencer, réagir, et puis après Jean-François, et puis après... Alors, moi, je voulais Pierre. juste évoquer un chiffre. J'ai lu dans un éditorial que l'objectif du gouvernement actuel, c'est de descendre le chômage à 7%. Bon, c'est, semble-t-il, un Et à objectif... 9 et quelques actuellement. Hein. Voilà, qui est à presque 10. Ça semble réaliste. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour les 7% qui sont exclus du monde du travail? Donc voilà, ma question, c'est fou, quoi. Qu'on considère qu'on peut passer par pertes et profits 7% des actifs, je trouve ça hallucinant. Tu veux dire que l'objectif devrait être 0? Ben, c'est insupportable. Le chômage est un acquis social en tant que tel. Ouais. C'est des droits. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais le chômage de longue durée, de très longue durée, est un scandale. Jean-François? Oui, juste un mot par rapport à la réflexion de notre ami sur l'idée du partage. Je crois que c'est une idée essentielle et il faut la faire vivre. Il s'agit de la faire vivre en fait au quotidien. Parmi nos associations, parmi les débats justement que l'on peut organiser, parce qu'il faut faire véritablement face à un rouleau compresseur libéral et aussi effectivement au niveau de la pensée, où l'individualisme domine tout, et la question du partage doit tout simplement être partagée dans le cadre de rencontres localement, dans des rencontres, des réunions, mais aussi au niveau des organisations. Pierre, dernier mot. Alors sur la question du travail de qualité, évidemment, aujourd'hui il y a une souffrance. Il y a deux revers, il y a les deux aspects de la médaille. Il y a ceux qui meurent du chômage. Hein. Le chômage fait 15 000 morts chaque année. Il y a ceux qui souffrent, qui ont une vie quotidienne compliquée, pour être poli, parce qu'on s'engueule pour chaque dépense dans la famille. Quand vous vivez avec 500 € ou 600 € par mois, chaque dépense est un sujet d'engueulade dans la famille. Donc il y a et l'INSERM dit que le chômage tue 15 000 personnes. Voilà. Et puis il y a ceux qui souffrent, les burn-out, parce qu'autrefois, quand on n'était pas content de son boulot, quand on avait trop de stress, quand on ne s'entendait plus avec les collègues ou le patron, on démissionnait et en 3 mois, on retrouvait un boulot. Or aujourd'hui, donc il y a des gens qui restent à bosser, y compris l'autre jour à la SNCF. Quelqu'un me disait que son fils est à la SNCF et prenait du Lysanxia tous les jours pour arriver à dormir, ce qui n'était pas imaginable. Voilà. Donc il y a cette souffrance. La qualité au travail, je peux vous dire que ça ne règle pas tout, mais la question du temps de travail, soit on fait 1 heure ou 2 heures de moins, ce que certaines entreprises ont fait avec la 2e loi Aubry, où en fait elles sont restées à 37 heures de durée réelle, et on a plutôt intensifié le travail parce qu'on n'a rien changé dans l'organisation. Par contre, si on passe vraiment à 4 jours, si je reviens à Maminova, le bilan qui a été fait par le médecin du travail à la demande des délégués du personnel au bout d'1 an est excellent. On voit comment l'absentéisme recule parce qu'on a d'abord enrichi le travail. Avec le financement, vous verrez si vous prenez le bouquin, il y a le tableau vraiment de financement, c'est pas pour mais c'est pour dire qu'il y a vraiment le tableau de financement concrètement dans une entreprise de 800 salariés, comment ils sont faits, et la question du financement était assez vite réglée. Et le plus compliqué et le plus intéressant, c'est le contenu du travail. Le directeur de l'usine passe à 4 jours, donc il y a des choses qu'il ne fait plus, qu'il donne à son numéro 2. Le numéro 2 passe à 4 jours, donc on crée un poste ici. Et jusqu'à l'ouvrier, il y a 1 jour par semaine où le contremaître n'est pas là. Et si le client appelle parce qu'ils veulent 1 tonne de yaourt à la cerise pour demain chez Carrefour, vous ne pouvez pas dire, rappelez lundi, le contremaître est en RTT. Donc ça veut dire qu'il y a eu un plan de formation pour que les ouvriers de premier niveau puissent répondre aux clients, puissent changer la production. Ce qui fait qu'on a enrichi le travail. Il y en a qui sont passés contremaître. Je ne dis pas c'est pas la baguette magique, ça n'a pas tout réglé, mais il y a eu 6 mois de réflexion sur le contenu du travail et pour beaucoup de salariés, c'était un enrichissement du travail et en même temps un enrichissement de sa vie perso. On a du temps, c'est un temps régulier, on peut s'engager, on peut souffler, avoir du temps pour vivre, du temps pour un engagement. Pendant 1 an ou 2, je m'occupe du club de théâtre, je me remets à faire du sport. Voilà, c'est vraiment un enrichissement du travail et du hors-travail qui est possible. Après ça n'est pas systématique. C'est là qu'on voit qu'il y a besoin d'un projet politique. Huxley disait en l'an 2000, on travaillera 30 heures par semaine et la plupart des gens passeront leur temps libre à regarder des pubs et des pornos en buvant du Coca-Cola. Donc j'ai rien contre les pubs, j'ai rien contre le porno, je bois parfois du Coca, mais ça ne fait pas un projet de société. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à relancer le débat et l'expérimentation sur le temps de travail, mais aussi quel accès à la culture. Dans le temps libre, les zones de banlieue qui se désespèrent, les gens où toute la carte du vote FN, si on a juste du temps libre en plus, sans aucun accès à la culture, sans aucun accès à la citoyenneté, il y a le risque d'un sentiment de vide encore plus important. Ça peut être un levier pour un projet de société.
qu'est-ce qu'on fait de son temps. Sur la question du fait qu'on a perdu la culture du travail parfois, l'exemple, je pensais à Areva en vous écoutant, on voit qu'à force de donner à des intérimaires le boulot, l'autre fois sur je ne sais plus quel chantier de l'EPR, c'était un intérimaire qui s'est trompé, qui a mis la vanne dans le mauvais sens. Autrefois, il y avait une culture d'ingénieur, on peut se compenser ce qu'on veut du nucléaire, mais il y a 30 ans, c'était une culture d'ingénieur, et les gens étaient fiers de leur boulot et connaissaient leur boulot. Et on ne sous-traitait pas des chantiers aussi importants. Et maintenant, on voit que les cuves ne sont pas bien faites et que c'est des intérimaires embauchés pendant 3 mois ou 6 mois qui mettent des trucs, ce qui est gravissime pour la sécurité de millions de gens. On a effectivement perdu la culture du travail parce qu'on est orienté, il y a les stock options et que tous les cadres sur leur ordinateur ont le niveau des stock options en heure. Ils voient le niveau toutes les 5 minutes. Voilà. Dernier, alors, qu'est-ce qui est dangereux dans les réformes en cours et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui ne me semble pas dangereux, c'est de réunir, de simplifier les instances de dialogue et de négociation. Encore une fois, en Allemagne, il n'y a pas 50 objets. Voilà, et du coup, on sait que quand on se rencontre les délégués du personnel et les responsables de l'entreprise, on peut parler de tout, avoir une vision en même temps des problèmes de sécurité, de salaire, de formation. Donc le fait de simplifier, et ça peut enrichir le dialogue. Ce n'est pas automatique, mais ça peut enrichir le dialogue. De même, financer autrement le chômage, je ne trouve pas ça scandaleux d'avoir un financement plus large, d'avoir un financement du chômage plus large. Ça ne me paraît pas scandaleux, à condition que ce ne soit pas une remise en cause des droits au chômage. Surtout qu'Emmanuel Macron, je connais plein de gens qui ont voté pour lui parce qu'il avait d'abord promis une plus grande sécurité. Je connais plein de gens qui ont voté Macron parce qu'il dit on pourra démissionner si on en a marre de son boulot, c'est la souffrance au travail. Quelqu'un qui est artisan et qui fait faillite pourra avoir droit à une sécurité. Donc il a d'abord vendu un confort par rapport au travail et une sécurité plus grande. Or, pour le moment, dans ce qui est dans les tuyaux, on ne voit pas à quel moment il y a cette sécurité plus grande. Donc, en tant que tel, le fait de financer plus largement le travail ne me paraît pas choquant. Ça peut aller avec une fiscalité carbone, ça peut aller avec la CSG n'est pas un mauvais impôt. On ne va pas être hostile à toutes les évolutions. J'étais un ami de Rocard, je pense que la CSG était un bon impôt. Mais faisons gaffe, je n'ai pas encore vu à quel moment ils veulent vraiment consolider et élargir le filet, ce qui est fondamental dans notre société. Ce qui est dangereux, c'est l'inversion des normes. C'est-à-dire, et d'ailleurs le patronat des PME, il y a 3 semaines en sortant de l'Elysée, le patron de la CPME a dit on n'est pas demandeur et c'est dangereux. Parce que ça va être le chantage permanent du genre, dans la PME de l'autre côté de la frontière, ils travaillent 45 heures par semaine sans augmentation. Donc, ou bien vous acceptez de travailler vous aussi 45 heures sans augmentation, ou bien on met la clé sous la porte. Et donc, il y a une PME qui va l'accepter parce que de l'autre côté de la frontière, ils l'ont fait. Mais ça veut dire que toutes les PME à 300 km vont devoir le faire. Et donc, ça va être travailler plus sans augmentation. Ce qui humainement est pénible et ce qui économiquement va aggraver la crise parce que la part des salaires va continuer à baisser. Donc, ce chantage permanent, il y a des choses qu'on peut négocier dans l'entreprise, mais qu'est-ce qu'on met sur la table? Je répète, au Canada, on n'a pas interdit les licenciements, mais on a tout fait pour que dans l'entreprise, il soit très fortement, il y a une énorme carotte qui leur dit si vous avez un problème, c'est travailler moins pour licencier moins. Donc on peut mettre le et en même temps, certains ont rigolé du et en même temps que mettait Macron dans ses discours. Pour le moment, il n'y est pas. Pour le moment, il y a juste plus de précarité et il n'y a pas le en même temps un vrai filet de sécurité. J'aimerais qu'ils disent OK, il y a des choses qu'on peut négocier dans l'entreprise, mais en même temps, on renforce pour de vrai la sécurité. En même temps, on est capable de revoir la question du temps de travail. C'est quand même, je finis là-dessus, c'est quand même incroyable de voir le recul intellectuel, de voir comment en 95, le rapport rédigé à la demande de Balladur, hein, c'est pas la gauche alternative, les plus jeunes ne se souviennent peut-être pas, mais Balladur est un monsieur assez conservateur. Et la une du journal Le Monde, qui était peut-être encore à cette époque, je le dirigeais. Bravo, un rapport du plan qui préconise... C'est moi qui ai dû faire cette manchette. Merci Edwy. Il en méritera des amendements pour les 6 débats à la suite et la manchette d'il y a 95. Donc en 95, comme on dit à Bruxelles, en 95, il y avait un consensus, même les Balladuriens expliquaient qu'il fallait réduire de plus de 20% le temps de travail. Voilà. Et pour ne pas faire peur aux bourgeois, ils avaient mis un calendrier en disant d'ici 20 ans. Mais tout le monde était d'accord pour dire que d'ici 2015, évidemment, c'est un mouvement historique. On était autrefois à 7 jours, on est passé de 7 jours à 6, on est passé à 5, à des congés payés. Donc tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait aller avec un financement intelligent vers les 4 jours. Or, on est en 2017 et plus personne n'en parle. C'est terrifiant. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à se remettre en mouvement. Quelqu'un disait c'est le temps du partage. Oui, le partage ou la barbarie. C'est le slogan des Belges qui relance le débat sur les 4 jours. On a eu chaud là. Finalement, la fille Le Pen a fait une campagne catastrophique, donc elle s'est plantée à la fin. Mais l'histoire n'est pas finie. Et effectivement, si on laisse le chômage, la précarité, le désespoir monter, ça peut être la barbarie. De notre vivant, on peut connaître la barbarie si on n'est pas capable d'agir sur le climat et sur l'emploi. Donc à nous d'agir. Je ne crois pas qu'il faut compter sur ceux qui sont aux manettes pour régler tous les problèmes. À nous d'agir. Merci à tous ceux qui ont assisté à ces débats, à ces
à ce débat et aussi à tous les participants. Mediapart, on a été très heureux, très fiers d'être associés à ce premier salon du livre. Et il y a eu, ce matin, a été fait par un ami graffeur, cette fresque avec un petit cœur très sympathique pour Mediapart. Donc, si les compagnons d'Emmaüs en décident ainsi, nous sommes prêts à ce que cette fresque resserve, elle est là, et donc à être partenaire l'an prochain. Et pour remercier tout ce qui fait que nous sommes ici, je voudrais dire à tous les compagnons d'Emmaüs, je voudrais léguer ce petit talisman qui m'accompagne depuis maintenant une bonne année, où on a essayé d'éviter la catastrophe, mais où nous sonnons l'alarme. C'est des lignes extraites des Misérables de Victor Hugo, quand il parle d'un gamin des rues, Gavroche, qui, élevé à la dure, a appris à savoir narguer les puissants, aider, faire le partage, les solidarités. Et à ce moment-là, Victor Hugo écrit ces lignes à propos parlant des Misérables, mais des lignes qui sont pour nous aujourd'hui et que pour moi, les compagnons d'Emmaüs et tous ceux qui les accompagnent incarnent, font vivre, parce que au fond, c'est comme ça qu'on peut se relever. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Merci à tous, car c'est cela qui nous donne le courage de continuer. C'est cet exemple-là que vous faites vivre qui nous donne envie de continuer. Merci.